Bonsoir. Et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, laisse-moi t'emmener là où l'amour maternel dépasse ses limites. Là où la farine se mêle au sang, où le savon ne lave plus rien. Et où l'odeur d'amande devient synonyme de mort. Tu vas entendre l'histoire de Leonarda Cianciulli. Une femme, une mère, une meurtrière. Un nom murmuré dans les ruelles d'Italie, et inscrit à l'encre noire dans les pages les plus étranges de la justice criminelle. Installe-toi confortablement. Laisse les bruits du monde s'effacer. Et écoute, lentement, cette histoire vraie, entre légendes urbaines et réalités glaçantes. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Bienvenue dans l'histoire de la Savonnière de Correggio. Dans un coin reculé du sud de l'Italie, là où les oliviers s'agrippent aux falaises comme des secrets trop lourds, une petite fille voit le jour un matin d'hiver en 1894. On la nomme Leonarda. Sa mère ne sourit pas. Elle serre les dents. Cet enfant n'était ni voulu, ni attendu. Et elle ne l'aimera jamais. Leonarda grandit dans l'ombre d'une femme acariâtre, cruelle, pétrie de superstitions. Les mots tendres sont rares, les gifles fréquentes, et les silences aussi tranchants que des lames. Son père meurt trop tôt, laissant la fillette seule face à une mère qui ne rêve que d'effacer sa naissance. À l'école, Leonarda est une ombre. Elle parle peu, regarde beaucoup. Les autres enfants la trouvent étrange. Elle ne sait pas lire comme eux, mais elle a ce don dérangeant de dire tout ce qu'ils n'ont jamais dit à personne. Elle observe les mains, les rides, les nervures, et en tire des vérités qu'elle ne devrait pas connaître. Un jour, sa mère l'emmène chez une femme âgée, aux yeux troubles comme le fond d'un versal. Dans une bicoque où brûlent des bougies et des herbes séchées, la vieille attrape la main de Leonarda et la tourne lentement, en silence. Puis elle dit : « Tu te marieras. Tu enfanteras. Mais tous mourront. » Leonarda a 10 ans. Et elle y croit. Plus tard, elle tombe amoureuse. Pas d'un homme choisi par sa mère, non. D'un employé de mairie, discret, sans fortune. Un amour banal. Inacceptable. En apprenant leur mariage, sa mère crache une malédiction. Des mots acides, crachés entre les dents : « Tu périras avec les tiens. Tu regretteras ce choix. » Et peut-être que c'est là que tout a commencé. Ou peut-être que c'était déjà en elle. Une noirceur douce, lente, comme un poison sans goût, prêt à remonter à la surface. Leonarda veut être mère. Elle veut une famille. Elle veut faire mentir le sort. Mais le destin, lui, se referme. 13 grossesses. 10 deuils. Les berceaux restent vides, les petites tombes s'alignent. Elle pleure, d'abord. Puis elle s'éteint. Ce qui naît en elle n'est plus un enfant. C'est une résolution. Elle lit. Beaucoup. Des ouvrages anciens, des grimoires de superstition, des recueils de prières païennes. Elle apprend à mélanger les herbes, les encens, les cendres et les huiles. Elle devient l'autre. Pas seulement la mère endeuillée, mais la femme qu'on vient voir quand on ne sait plus vers qui se tourner. Dans son quartier, on murmure son nom. On la consulte. Pour des filtres d'amour, des protections, des malédictions à jeter sur les voisins. Elle devient un repère. Une frontière floue entre le visible et l'invisible. Un jour, une femme vient la voir, les larmes aux yeux, convaincue que son mari la trompe. Leonarda lui prend la main, la regarde longuement, et murmure simplement : « Ce n'est pas le mari qui partira. C'est vous. En terre. » Et bientôt. 3 jours plus tard, la femme meurt empoisonnée. On parle de hasard. Mais dans les ruelles de Correggio, plus personne n'ose croiser le regard de Leonarda. Elle a 3 enfants encore vivants. Mais un seul compte. Giuseppe. Le plus doux, le plus calme. Celui qui lui ressemble. Celui qu'elle aime d'un amour féroce, total, étouffant. Celui qu'elle s'est juré de protéger. À n'importe quel prix. Quand la guerre approche, que l'Italie s'enflamme sous les discours de Mussolini, elle sent que quelque chose arrive. Quelque chose de plus terrible que les tombes d'enfants. Elle le sait. On va lui prendre Giuseppe. Alors elle retourne voir la vieille voyante de son enfance. Mais la maison est vide. Le feu est froid. Les bougies éteintes. Elle comprend que la seule lecture qui compte désormais, c'est la sienne. Elle regarde sa propre main.
Elle trace les lignes, les croise, les lit. La ligne noire est toujours là. Elle l'était déjà, bien avant les mots de la vieille femme. Et cette fois, elle sait ce qu'elle doit faire. Parce que les lignes du destin ne sont pas des chaînes. Elles sont des couteaux. Et Leonarda, elle, a décidé de les affûter. Ils disent que certaines femmes deviennent folles de chagrin. D'autres deviennent froides. Leonarda, elle, devient autre chose. Elle a connu l'amour, contre l'avis de sa mère. Elle a connu la haine, en retour. Mais surtout, elle a connu la perte. Les berceaux vides. Les pleurs étouffés. Les petits cercueils qu'on descend trop vite, comme pour ne pas s'attarder sur l'échec d'avoir été mère. 13 grossesses. Et 10 funérailles. À chaque naissance, l'espoir. À chaque enterrement, un pas de plus vers le gouffre. Les villageois murmurent qu'elle est maudite. Que la malédiction de sa mère l'a rattrapée. Mais Leonarda n'y croit pas tout à fait. Pas encore. Elle pense que c'est une erreur du destin. Qu'il suffit de l'apprivoiser. Ou de le tromper. Alors elle se met à lire. Pas des romans, non. Des ouvrages anciens, en marge de la foi chrétienne. Des rituels oubliés. Des mélanges d'herbes, de cendres, de sang et de prières. Elle mélange les traditions populaires, les superstitions locales, les vieux grimoires qu'on se transmet sous la table entre femmes qui savent. Peu à peu, elle crée sa propre foi. Elle allume des bougies noires. Elle parle aux morts comme on parle à ses enfants. Elle les appelle. Elle les supplie de rester. Car Leonarda n'a jamais accepté le départ. Elle ne pleure pas ses morts, elle les garde. Dans son cœur, dans son ventre, dans sa maison. Les photos sont là, partout. Les petits habits soigneusement pliés. Les cheveux coupés, gardés dans une boîte. Elle ne jette rien. Elle ne veut rien oublier. Car oublier, c'est enterrer une seconde fois. Mais cette fois, elle refuse de perdre. Giuseppe grandit. Son fils préféré. Le seul dont le regard apaise encore ses tourments. Il est beau, calme, intelligent. Et surtout, vivant. Et cela, Leonarda en est convaincue, ne tient pas du hasard. C'est le fruit de ses efforts. De ses prières. De ses rituels. De ses sacrifices intimes. Elle l'a gardé en vie. Elle seule. Elle ne lui permet pas de tomber malade. Elle surveille ses moindres faits et gestes. Elle prépare ses repas avec des décoctions spéciales, pour renforcer ses os, protéger son cœur, éloigner les mauvaises influences. Giuseppe ne s'en plaint pas. Il aime sa mère. Il l'admire, même, sans mesurer encore l'ombre qu'elle étend autour de lui. Mais au fond de son cœur, Leonarda est en guerre. Contre la mort. Contre le destin. Contre le vide. Et chaque jour, elle gagne un peu plus en ferveur. Elle devient une prêtresse de sa propre religion. Une religion faite de peur et de promesses. Où l'amour est un lien de fer. Où les mères ne laissent plus partir leurs enfants. Jamais. Alors elle commence à penser que l'amour, pour être éternel, doit être protégé par des actes. Que pour empêcher la mort de revenir, il faut offrir quelque chose. Un échange. Un troc. Une offrande. Elle se souvient des lignes de sa paume. De la prophétie. De la promesse. Et dans les recoins de son esprit, une idée germe. Silencieuse. Inavouable. Mais irrésistible. Peut-être, que pour sceller la vie, il faut donner la mort. La frontière entre foi populaire et obsession n'est jamais bien nette. À Correggio, on dit que Leonarda voit ce que les autres refusent de regarder. On murmure qu'elle peut lire l'avenir dans les cendres d'un feu de bois, ou dans la mousse laissée par une cafetière. C'est d'abord discret. Elle aide une voisine à soulager une douleur au ventre. Elle donne une infusion à base de racines séchées et de feuilles roulées à la main. Puis une autre femme vient, puis une troisième. Les rumeurs font leur chemin comme les trains sur les rails, on ne les arrête plus. Elle devient celle qu'on consulte. Pour une grossesse qui tarde. Pour un mari qui s'égare. Pour un enfant qui ne dort plus. Elle ne promet rien, Leonarda. Elle se contente de proposer. Des charmes. Des filtres. Des gestes précis, transmis par des générations de femmes dont le nom s'est effacé, mais dont la science est restée. Elle lit les paumes avec le sérieux d'un juge. Elle murmure des prières en dialecte,
des paroles anciennes que personne n'ose interrompre. Elle écrit des symboles au fond des casseroles. Elle parle aux murs, aux flammes, à la pluie. Tout est signe. La couleur du linge au matin, l'odeur du pain au sortir du four, la chute d'un couteau sur le carrelage. Tout est message, s'il est bien interprété. Et Leonarda écoute. Elle croit au mauvais œil, aux forces invisibles qui vous arrachent un enfant comme on arrache une dent. Elle croit à la malédiction qui se transmet dans le sang, de mère en fille. Elle croit qu'il faut répondre à ces forces. Leur montrer qu'on n'a pas peur. Ou qu'on est prêt à tout. Alors elle agit. Elle recommande du sel sous le lit, un bol de vinaigre dans la cuisine, un ruban noué autour du poignet gauche pour éloigner les esprits. Et parfois, en silence, elle trace des signes avec son propre sang. De minuscules croix, dans les coins de la maison. Une goutte, pas plus. Juste assez pour sceller une promesse. Car pour Leonarda, ce n'est pas de la magie. C'est une stratégie. Une méthode de survie. Une manière d'équilibrer la balance. Elle ne se voit pas comme une sorcière. Plutôt comme une mère en guerre contre l'univers. Une femme qui a trop perdu pour encore faire confiance au hasard. Et quand son fils Giuseppe lui annonce qu'il veut partir à la guerre, pour servir l'Italie, elle ne dit rien, sur le moment. Mais cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle allume une bougie noire. Elle ouvre son vieux carnet, couvert de taches et de griffonnage. Elle consulte les dates, les cycles lunaires, les prières interdites. Et dans son cœur, une décision se prend. Si le monde veut Giuseppe, il devra payer. L'Italie hurle son allégeance. Les chemises noires paradent. Les mères, elles, se taisent. Leonarda serre ses mains tordues par la lessive. Ses ongles courts. Ses doigts calleux. Elle a tant donné pour élever ses enfants. Et voilà que le régime veut lui prendre Giuseppe. Son préféré. Le doux. Le loyal. Le garçon à la voix grave et aux gestes tendres. Il est appelé. Mobilisé. Envoyé sur le front. Et elle le sent dans sa chair, dans ses os, dans ses rêves, il ne reviendra pas. Elle refuse. Pas cette fois. Pas lui. Alors elle cherche. Pas une prière. Un échange. Elle explore les grimoires, les formules oubliées, les charmes anciens que les voisines murmurent sans trop y croire. Elle consulte les vieilles de Correggio, lit les présages dans le marc de café, dans les fissures du pain, dans les cris des oiseaux. Et enfin, elle comprend. Pour sauver un enfant vivant, il faut une vie en retour. Pas un symbole. Pas une promesse. Du sang. De la chair. De la volonté. Alors elle commence à préparer. Silencieusement. Méthodiquement. Le pacte est scellé. Et Giuseppe, loin des bombes, ne le saura jamais. Mais déjà, la farine frémit, et l'odeur de fer flotte autour du four. Faustina Setti était une femme discrète, sans attache, et surtout, sans protection. L'ombre idéale dans le tableau de Leonarda. Depuis quelque temps, elle venait consulter la guérisseuse pour une chose simple, trouver un homme. Un bon parti. Un avenir, même tardif. Leonarda écoutait, attentive, la main posée sur sa tasse, le regard scrutant plus que les mots. Puis elle lui annonça qu'elle avait trouvé. Un veuf, bien installé, dans une petite ville de Yougoslavie. Un homme qui cherchait une épouse mature, sérieuse, pieuse. Tout ce que Faustina rêvait d'être. Elle fut priée de ne rien dire à personne. Discrétion totale. C'était la condition. Et pour rendre le départ plus crédible, Leonarda lui dicta 3 lettres. Une à envoyer depuis la gare. Une autre une semaine plus tard. La dernière, quand elle serait installée avec son futur époux. Faustina signa. Elle lui faisait confiance. Elles étaient presque amies, non? Le jour venu, elle vint avec sa valise. Leonarda lui servit un petit verre de vin, pour fêter le départ. Faustina sourit. Elle ne sut jamais que c'était son dernier sourire. Leonarda l'assomma avec une hache. Précisément. Silencieusement. Puis, avec méthode, elle découpa le corps en morceaux. Les parties molles furent dissoutes dans une bassine remplie de soude caustique. Le reste, passa au four. Elle récupéra la graisse fondue. Et la transforma. Un bon savon, dira-t-elle plus tard,
avec une fierté étrange. Blanc, dur, parfumé. Je l'ai utilisé pour me laver et laver mes enfants. Faustina Cetti n'est jamais montée dans un train. Mais des morceaux d'elle ont parfumé la salle de bain d'une autre. Son destin, envolé dans la vapeur acide d'un sacrifice. Un sacrifice pour Giuseppe. Et Leonarda? Elle rangea la lettre, nettoya le sol, ferma la porte. Il ne restait plus rien. Sauf la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. La cuisine de Leonarda ne sentait plus le romarin. Plus la cannelle. Elle sentait l'amande. L'étrange douceur de l'amande amère, celle qu'on associe parfois au poison. Faustina n'était plus. Mais son corps, lui, avait changé de forme. Une bassine de métal, une cuillère en bois, de la soude, de la farine. Des œufs. Du sucre. Et un ingrédient que personne ne nommait. Pas même Leonarda. Elle ne se cachait pas. Elle pétrissait devant la fenêtre ouverte, la jupe retroussée, les mains pleines de pâte. À ceux qui passaient, elle souriait, j'ai fait des biscuits. À l'amande. Goûtez donc. Et ils goûtaient. Des voisins. Des commerçants. Des enfants, parfois. Même ses fils. Elle offrait. Avec une générosité presque gênante. L'horreur passait entre les dents, sucrée, fondante. Nul ne soupçonnait. Elle est devenue pure, dira-t-elle plus tard, en parlant de Faustina. J'ai nettoyé son âme. Pour Leonarda, ce n'était pas un crime. C'était une alchimie. Un passage. La matière transformée en offrande. Le corps dissous dans la farine, la graisse transfigurée en savon. Et dans les biscuits, une bénédiction. Un acte d'amour étrange et malade. Elle répétait les gestes avec minutie. Presque religieusement. Comme si chaque étape du mélange portait en elle une promesse. Une promesse de protection. Pour Giuseppe. Pour sa maison. Pour son âme. C'était une cuisine de sorcière. De mère. De meurtrière. Mais surtout, de croyante. Car Leonarda croyait. À la puissance des rituels. À la pureté du sacrifice. À la magie du péché. Et pendant ce temps, la pâte dorait au four. Le savon refroidissait dans les moules. Et autour d'elle, les vivants respiraient, sans jamais sentir l'odeur exacte de ce qu'ils venaient d'avaler. Faustina n'était que la première. Dans l'esprit de Leonarda, tout était clair, une équation divine. 3 enfants encore en vie. 3 sacrifices. Un échange. Un équilibre à maintenir. Une dette à payer au destin. La deuxième fut Francesca Soavi. Une institutrice. Gentille. Naïve. À la recherche d'un nouvel emploi. Leonarda lui proposa un poste dans une école pour jeunes filles, à Piacenza. Une opportunité rare. Elle rédigea elle aussi ses lettres d'adieu, sur ordre. Puis elle but. Puis elle tomba. Et Leonarda reprit ses ustensiles. Le four. La bassine. Les mêmes gestes. Sans trembler. La troisième, Virginia Cassiopo, était plus méfiante. Une cantatrice déchue, pleine de souvenirs et de silence. Leonarda parla d'un impresario, d'un retour sur scène. Une dernière chance de briller. Virginia y crut. Juste assez. Elle aussi fut réduite à l'état de matière. Et d'odeur? 3 femmes. 3 destins effacés. 3 corps dissous dans les rituels d'une mère convaincue que le sang protège mieux que les prières. Elles ont donné leur vie pour mon fils, dira-t-elle. Et dans sa voix, il n'y avait ni regret, ni folie. Juste, une logique. Leonarda prenait soin de tout. Elle réutilisait chaque morceau, chaque fragment. Les graisses devenaient savon. Les organes nourrissaient les flammes. Léo, parfois, servait d'engrais. Et les biscuits, toujours, revenaient sur la table. Il faut tout honorer, répétait-elle. Rien ne doit être perdu. Pour elle, ce n'était pas un crime. C'était une offrande. Une transformation. Une forme de magie ancestrale, née dans la douleur, nourrie par l'amour. Elle n'était pas une tueuse. Elle était une gardienne. Et Giuseppe, pendant ce temps, était toujours en vie. C'était bien là l'essentiel. Virginia Cassiopo n'était pas comme les autres. Pas une pauvre âme esselée, pas une ombre discrète.
Elle avait été quelqu'un. Cantatrice sur scène, femme de caractère dans la vie. Elle connaissait du monde. Elle laissait une trace. Et cette trace, justement, ne disparaissait pas. La lettre que Leonarda lui avait dictée ou car elle dictait tout, les mots d'adieu, les promesses de bonheur, les adresses fictives avaient été envoyées. Comme prévu. Mais une sœur de Virginia la lut, et quelque chose gronda dans son ventre. Ce n'était pas la plume de sa sœur. Pas sa manière de dire adieu. Pas sa façon de tourner les phrases. Elle alerta un voisin, puis un autre. Des soupçons prirent forme. Silencieux d'abord, comme un courant souterrain. Puis insistants. Ils atteignirent un commissaire. On parla d'un étrange manège chez la Cianciulli. De femmes qui entraient et ne ressortaient pas. Et de cette odeur. Ce parfum trop entêtant, qui ne venait jamais d'un savon normal. Les policiers frappèrent à sa porte. Leonarda ouvrit. Sourit. Elle parlait calmement. Avec la voix de celles qui ont toujours une explication, un mot doux pour noyer le doute. Oui, elle connaissait ces femmes. Oui, elle les avait aidées. Oui, elles étaient parties, et c'était bien dommage, mais elle lui avait promis d'écrire. Elle sortit les lettres. Tampons officiels. Signature tremblée. Elle montra sa cuisine. Propre. Sa bassine. Vide. Son four. Silencieux. Rien. Pas un os. Pas une goutte. Et pourtant, une voisine osa dire. Le savon, il ne sentait pas comme avant. Mais l'odeur ne suffit pas. Il faut des preuves. Et Leonarda le savait. Elle avait vécu trop de pertes, trop de soupçons sans suite. Elle avait appris à anticiper. À tout nettoyer. Elle croyait être intouchable. Mais dans les marges des lettres, entre les lignes, dans les incohérences d'un mot trop formel, d'un timbre mal daté, la faille s'ouvrait. Le savon ne mentait pas. Il couvrait. Et bientôt, il ne suffirait plus. La perquisition commence tôt. Les policiers, tendus, respirent à peine. Ils entrent chez Leonarda comme on entre dans une église profanée en retenant leur souffle. Elle, les attendait. Tablier noué. Cheveux relevés. Un torchon à la main. Comme si la visite tombait mal, au milieu d'une recette. La maison sent autre chose. Pas seulement l'amande, ni l'huile d'olive. Il y a un fond plus dense. Gras. Inconfortable. Persistant. Il commence à fouiller. Placard. Potager. Bocaux. Et puis, la cuisine. Le cœur battant de sa mécanique. Dans un pot en grès, une pâte brunâtre, vaguement granuleuse. Dans une cuvette, des graisses figées, recouvertes d'une pellicule opaque. Sur les étagères, des carnets de recettes mais les proportions n'indiquent ni farine ni levure. Seulement des initiales, des dates, des symboles ésotériques griffonnés en marge. Des notations étranges, précises, presque cliniques. Sur la table, une plaque de marbre. Des traces de découpe. Pas de viande. Mais une mémoire, dans la pierre. Leonarda les regarde comme on regarde des enfants mal élevés. Elle soupire. Essuie machinalement une goutte imaginaire sur le plan de travail. Puis elle lâche, calmement. Inutile de tout retourner. Je vais tout vous raconter. Le silence tombe. Personne ne s'attendait à ça. Pas d'échappée. Pas de larmes. Pas même de peur. Juste une confession. Offerte comme une recette. Elle parle d'abord doucement, presque comme si elle lisait à voix haute une lettre oubliée. Puis les mots s'enchaînent, fluides, méthodiques. Elle décrit les préparatifs, les outils, les huiles essentielles, la cuisson lente, les pots stérilisés. Et les noms. Faustina. Francesca. Virginia. 3 femmes, 3 étapes. 3 offrandes. Elle parle de graisse transformée, de savon pur, de biscuits à la vanille. Elle parle de protection. D'amour. De nécessité. Et de Giuseppe. Toujours Giuseppe. Les policiers notent tout. Mais certains détournent les yeux. Parce qu'elle dit cela avec la voix d'une mère qui explique un devoir. Pas un crime. Sur la cuisinière, une casserole frémit encore. Et dans l'odeur sucrée, le doute se dissout. Ce n'était pas de la folie. C'était une foi. Tordue, sans remords. Une foi à ébullition.
Leonarda n'attendait pas qu'on la supplie de parler. Elle s'installe, redresse le dos, croise les mains sur la table comme une maîtresse d'école. Et commence. Pas une seule hésitation. Elle ne cherche pas ses mots. Elle cherche la précision. Faustina, 700 grammes. Trop maigre. J'ai dû ajouter un peu de saindoux. Francesca, meilleure consistance. Très peu de déchets. Virginia, une voix magnifique. Ça m'a gêné, mais il le fallait. Elle ne nie rien. Elle ajuste. Elle détaille. Elle rectifie les termes utilisés par les enquêteurs. Non, pas démembré. Découpé. Comme un agneau. En portions. Il faut être méthodique. Un inspecteur pâlit. Un autre écrit mécaniquement. Le greffier se fige sur un mot, saponification. Elle décrit les étapes, comme on expliquerait une vieille recette familiale. Les bains d'acide pour extraire les graisses. Le séchage. L'ajout d'amandes amères pour masquer l'odeur. Puis la cuisson. Toujours à feu doux. Et surtout, les biscuits. Une fois bien cuite, la pâte est souple. On peut en faire des petits gâteaux. J'ai donné les meilleurs aux enfants. Ils ont adoré. Elle sourit. Pas par cruauté, mais par fierté. Et vous savez quoi? Giuseppe ne l'a jamais su. Il est en vie. Grâce à moi. Elle parle de son fils comme d'une offrande déjà exaucée. J'ai fait ce qu'aucune autre mère n'aurait eu le courage de faire. Je me suis sacrifié, dans l'autre sens. Pas un mot sur le remords. Pas une larme. Juste cette certitude d'avoir accompli un acte utile. Propre. Ordonné. Je leur ai donné une mort digne. Sans souffrance inutile. Je les ai transformées. Elles ne sont pas mortes. Elles vivent autrement. Silence dans la salle. Personne ne sait où finit le délire, où commence la logique. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la folie qui parle. C'est une méthode. Une foi. Une cuisine. Le procès s'ouvre sous les murmures. Pas de hurlements. Pas de cris d'horreur. Juste cette tension sourde dans l'air. Cette gêne moite qui précède l'orage. On s'attendait à une vieille femme détruite, pleurant ses crimes dans un coin. Mais Leonarda Cianciulli entre droite, digne, presque théâtrale. Pas de remords, pas d'aveu pathétique. Seulement un regard froid, presque amusé, qui survole la salle d'audience comme une maîtresse contrôle ses élèves. Madame Cianciulli, avez-vous conscience de ce que vous avez fait? Parfaitement. Et vous, avez-vous conscience de ce que vous ne feriez jamais, pour sauver un enfant? Le silence est brutal. Elle parle de ses crimes comme d'un artisanat oublié. Elle décrit les corps, les préparations, les prières. Elle évoque les planètes, les lunes, les herbes, les offrandes. Elle récite des passages de grimoire. Elle parle d'alchimie, de transmutation, de transformation par le feu. Elle rit, parfois. Mais ce n'est pas un rire de moquerie. C'est un rire de quelqu'un qui a déjà été jugé, ailleurs. Elle devient une légende en direct. La presse la surnomme la savonnière de Correggio. Les chroniqueurs oscillent entre fascination et écœurement. Les psychiatres débattent, délire mystique ou lucidité perverse. Les jurés baissent les yeux. Le public, lui, se divise. Il y a ceux qui voient une folle. Et ceux qui voient une femme dangereusement lucide. Une sorcière moderne. Une mère monstrueuse. Une femme hors de leur logique. Elle termine une audience en déclarant « Vous croyez que je suis là pour être jugé. Mais c'est moi qui vous regarde. Vous ne savez rien de ce que c'est, que d'avoir peur pour son enfant. » Elle devient plus qu'un cas. Elle devient un mythe. Et elle s'y installe. Confortablement. Le procès touche à sa fin, mais l'ombre qu'il projette grandit encore. Les experts psychiatres défilent. Certains voient une femme atteinte de délire mystique. D'autres une manipulatrice froide. Schizophrénie paranoïde? Psychose chronique? Ou simplement, une croyance poussée jusqu'à l'horreur? Leonarda, elle, garde le même ton. Calme. Méthodique. Détaché. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne m'excuserai pas d'avoir été une mère. Elle corrige encore les détails. Les doses. Les horaires. Les noms. Comme si elle écrivait une recette. Comme si les morts étaient des ingrédients dans un rituel qui la dépasse.
Mais les juges, eux, ont les pieds sur terre. Et les yeux fixés sur l'abîme. Ils tranchent. Leonarda Cianciulli est reconnue coupable des meurtres de Faustina Setti, Francesca Soavi et Virginia Cacioppo. 3 femmes. 3 vies. 3 sacrifices pour un fils qui, lui, reviendra indemne de la guerre. Pas de circonstances atténuantes. Pas de folie excusée. Pas de mythe accepté. Juste une condamnation à la prison à perpétuité. Et 3 ans à l'asile criminel de Pozzuoli. Pour calmer les esprits. Pour rassurer les journaux. Mais au fond, personne n'est vraiment rassuré. Parce que personne ne sait exactement ce qu'elle est. Une mère dévorée par l'amour? Une sorcière hors du temps? Ou juste, une femme qu'on n'a jamais voulu entendre pleurer? Dans sa cellule, elle continue à écrire. À consigner ses pensées. À parler des morts. Comme s'il l'écoutait encore. Et dans les rues de Correggio, parfois, l'odeur sucrée du savon revient. Brève. Persistante. Comme une trace. Car le sang, lui, ne s'évapore jamais vraiment. La prison ne la brise pas. Elle ne devient ni folle, ni fantôme. Elle s'installe, comme on s'installe dans une maison trop grande. Elle occupe l'espace. Les autres détenus la regardent d'abord avec horreur. Puis avec prudence. Puis, un jour, l'une d'elles vient lui demander de tirer les cartes. Une autre demande un onguent pour dormir. Et sans qu'on sache vraiment quand, Leonarda Cianciulli devient la sorcière du pénitencier. Elle soigne les maux de ventre. Elle murmure des bénédictions. Elle lit les lignes de la main. Elle prépare des décoctions. Toujours avec douceur. Toujours avec cette étrange sérénité. Je n'ai tué personne. J'ai offert ce que je devais. Elle ne se défend pas. Elle s'explique. Encore. Et elle écrit. Dans une suite de carnets soigneusement numérotés, elle consigne ses mémoires. Tout y est. Les ingrédients, les incantations, les gestes précis. Elle détaille ses 3 sacrifices comme on raconterait un accouchement. Pas une ligne de regret. Pas un soupir de remords. Juste des faits. Juste sa version. Elle parle de Giuseppe avec tendresse. Elle dit qu'il a survécu grâce à elle. Elle parle de ses autres enfants avec moins d'émotion. Comme s'ils étaient devenus secondaires. Comme si leur rôle était déjà accompli. À Pozzuoli, on finit par l'appeler la signora. Un mélange de crainte et de respect. On l'évite, mais on la consulte. On la craint, mais on lui sourit. Car même en enfer, certains savons ne fondent pas. Ils restent. Comme les rituels. Comme les silences. Comme l'odeur de quelque chose qui ne devrait pas être là. Et Leonarda, elle, attend. Pas le pardon. Pas la rédemption. Juste la fin d'un cycle. Une dernière page. Une dernière formule. Une dernière trace. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas regardé derrière elle. Un matin d'avril 1970, à l'hôpital de la prison pour femmes de Pozzuoli, Leonarda Cianciulli meurt d'une hémorragie cérébrale. Pas de visite. Pas de fleurs. Pas de cérémonie. Juste une fiche médicale. Un nom griffonné. Une cause, une date, une fin. Elle est morte comme une vieille bougie. Sans éclat. Mais en laissant une odeur de cire brûlée et d'ombre chaude. Son corps est emporté sans cérémonie. Enterré quelque part sous une dalle anonyme. Ses enfants ne réclament rien. Ses souvenirs, eux, restent coincés dans les murs. Les femmes de la prison murmurent. Certaines disent que son fantôme lit encore les lignes de la main, qu'on la sent dans l'odeur d'un savon trop épais, ou dans un rêve trop rouge. Ses carnets sont enfermés. Ses recettes oubliées. Son nom disparaît, avalé par les archives. Un oubli voulu. Une disparition organisée. Mais il y a des histoires qui ne savent pas mourir. Des crimes qui laissent une tache sur le carrelage. Même après des décennies, Leonarda Cianciulli, elle n'a pas survécu à son époque. Mais son parfum, lui, refuse de s'évaporer. On l'avait oublié. Jusqu'à ce qu'un podcast prononce son nom. Jusqu'à ce qu'un livre la cite parmi les sorcières. Jusqu'à ce qu'une ruelle, à l'ombre d'une église, évoque encore son odeur. Leonarda Cianciulli est revenue. Pas dans les tribunaux. Mais dans les histoires qu'on chuchote. Dans les collections macabres.
Dans les documentaires nocturnes, les épisodes à frissons, les murmures à voix basse. Elle est devenue une légende noire. Pas tout à fait humaine. Pas tout à fait monstre. Quelque part entre les deux. Certains la voient comme une ogresse. D'autres, comme une femme piégée par ses croyances, sa douleur, ses pertes. Mais tous s'accordent sur une chose. Elle a tué. Et elle a transformé ses crimes en rites, en pâtes, en parfums. Aujourd'hui, elle est surnommée la savonnière de Correggio. On raconte qu'il ne faut pas trop s'attarder près de l'ancienne maison. Que l'air y est plus lourd. Que les chats évitent le seuil. Peut-être que c'est faux. Peut-être pas. Mais chaque fois qu'un savon trop doux sent l'amande, chaque fois qu'une mère devient trop silencieuse, chaque fois qu'on oublie que la folie se cache parfois dans l'amour, on pense à elle, Leonarda. La mère. La meurtrière. La sorcière. Ou tout cela à la fois. Et au fond, ce n'est pas elle qu'on craint. C'est ce qu'elle nous révèle. Qu'il n'y a pas pire poison qu'un amour dévorant. Tu es toujours là? Alors maintenant tu sais. Tu sais ce que c'est qu'un sacrifice parfumé, une confession douce comme une recette. Et une prison où les sorts ne cessent jamais d'être jetés. Leonarda Cianciulli n'a pas seulement tué. Elle a transformé. Ses crimes. Son image. Son souvenir. Et peut-être, quelque part, dans les ombres d'un rêve ou d'un soupir. Tu sentiras, toi aussi, l'odeur étrange du savon chaud. Une odeur qu'on n'oublie pas. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et n'oublie pas, les monstres ne sont pas toujours dans les contes. Parfois, ce sont des voisines serviables. Des mères aimantes. Ou des femmes qui cuisinent, avec trop de silence. Bonne nuit, et à jeudi prochain.